Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de notre nouveau podcast qui s'appelle La Santé Partagée. J'invite mon frère sur ma chaîne YouTube et puis on discute de santé et on discute des sujets qui nous ont marqués la semaine passée. Moi, la semaine dernière, on avait fait l'épisode 1 sur la psycho-neuro-endocrino-immunologie et la mélis. Vous pouvez aller voir cette vidéo, le lien apparaît en haut de l'écran. Cette semaine, j'avais envie de te parler, Julien, de la cerise. Parce que je sais pas si tu sais qu'à Fougerolles, il y a la fête de la cerise le dernier samedi du mois de juin. Il y a toujours une grande fête, des jeux pour les enfants, un concert de musique, et puis forcément des producteurs de cerises qui viennent vendre leurs cerises, et pourquoi pas leur kirsch, parce que Fougerolles c'est aussi le pays du kirsch, peut-être que tu aimes bien cet alcool, je ne sais pas, en tout cas Non, pas trop. Moi, je c'est à connais pas bien. consommer avec modération, ok. Ouais, ouais. Mais voilà, moi je voulais te parler de ça parce que la cerise, je sais pas si tu sais, c'est un super aliment. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le super aliment? Non, je connais le terme, c'est vrai, mais justement, je me suis jamais posé la question entre un aliment et un super aliment. Qui définit ce terme super aliment et en quoi un aliment peut être super? Ça, j'ai jamais Eh ben, pris la peine de me je renseigner. pense que quand on creuse, on va se rendre compte que, à mon avis, tous les aliments sont des super aliments. C'est quand on se rend compte que les aliments ont des vertus bénéfiques pour le corps. Si on creuse, on va se rendre compte effectivement quasiment tous les aliments ont des ont des constituants, pardon, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments et ils sont bénéfiques pour le corps. Mais c'est vrai qu'il y a des aliments qui se détachent un petit peu. Je pense à l'avocat. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne sur l'avocat. Je pense à d'autres aliments, notamment dans les fruits secs, dans les dattes, dans les cranberries, cranberries Les très baies de connus. goji. Voilà, les baies de goji, très connues pour la fatigue, les cranberries, très connues aussi pour son impact, pour sa richesse en vitamine C, et puis c'est connu également pour son impact sur les voies urinaires, Ouais, notamment en tant que désinfectant urinaire. Et bah écoute, oui. la cerise, on parle également de nutraceutiques, c'est-à-dire des aliments qui ont des vertus bénéfiques pour le corps. Et ben la cerise, Mm. à mon sens et au vu de ce que je vais te décrire, c'est aussi un super aliment. D'accord. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais parler des constituants de la cerise et puis Mhm. de leur impact en termes d'effets physiologiques. Et notamment, la cerise et les jus de cerise ont été utilisés dans les études humaines pour justement qu'on puisse en mesurer l'impact. Premier exemple, les cerises, c'est riche en polyphénol. Polyphénol, tu connais, c'est des antioxydants. Et le polyphénol, ça te parle, on parlait du stress la semaine dernière. Les polyphénols, ça réduit le stress oxydatif. Donc c'est pas tout à fait le stress psychologique dont on parle, mais c'est un mécanisme d'oxydation cellulaire qui fait que le corps vieillit de manière accélérée. C'est ce qui fait également Mhm. le lit des pathologies chroniques, ce fameux stress oxydatif. Donc, généralement, on a ce qu'on appelle des radicaux libres qui vont faire une réaction dans le corps et qui vont faire que le corps va vieillir plus vite. C'est un peu comme quand Oui. tu laisses un avocat coupé en deux et que tu le laisses à l'air libre, eh ben, il s'oxyde. C'est un peu comme tu laisses une huile essentielle à l'air libre, elle va aussi s'altérer et s'oxyder. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la barre de fer. Ça n'a un peu rien à voir, mais Ouais, une barre de fer, elle rouille. ouais, bien sûr. Des fois, je prends l'exemple du corps qui rouille de l'intérieur Ouais. pour expliquer le phénomène d'oxydation. Une barre de fer, elle rouille grâce à l'oxygène. Et je me dis, le corps à l'intérieur, il rouille aussi grâce aux réactions du métabolisme lié à l'oxygène. Tout à fait. Et donc, dans le corps humain, c'est intéressant de voir ça parce que dans le corps humain, toutes les pathologies chroniques et toutes les pathologies du vieillissement sont liées au stress oxydatif. Donc Mm. généralement, on cherche des aliments, on cherche des plantes qui réduisent ce stress oxydatif. Et généralement, quand on a Oui. des vertus médicinales ou des vertus au niveau justement au niveau des aliments naturels, eh ben, elles ont des constituants naturels qui réduisent le stress oxydatif. C'est le cas justement de la cerise. Et qui dit moins de stress oxydatif, dit également moins d'inflammation chronique. Ouais, il y a un lien entre stress oxydatif et inflammation chronique. Oui. Inflammation chronique, vieillissement prématuré et maladie chronique aussi, hein. Voilà. Donc déjà, une cure de cerise, ça serait aussi peut-être pour aller se booster un petit peu en polyphénol et baisser son stress oxydatif. Déjà, ça c'est un Mm. premier point. Un Oui. second point que j'aimerais aborder avec toi sur la cerise, eh ben, c'est sa teneur en anthocyanine ou anthocyanes, ça dépend des fois différentes manières de le dire. Eh ben, les anthocyanines, c'est aussi des antioxydants. Et ceux-là, ils sont assez connus pour améliorer la fonction endothéliale, donc la fonction vasculaire.
Donc la cerise, notamment par sa teneur justement de cet antioxydant, eh ben, elle a un impact sur une baisse, certes légère, mais significative, de la pression artérielle. Parce qu'elle fait un mécanisme dans le corps qui est l'augmentation de la production de monoxyde d'azote, donc la production de NO, monoxyde d'azote, et cette production-là qui augmente dilate les vaisseaux. Donc elle a un impact sur la santé cardiovasculaire. Et puis, pour aller un peu plus loin, alors, pour la santé cardiovasculaire et la production et cette vasodilatation, ça a été étudié sur des cyclistes. Mais pour aller plus loin, elle contient également de la quercétine. Donc anthocyanine et quercétine, là c'est un mot aussi que tu connais sûrement, antioxydant Quercétine, oui, pas mal. Hein. Quercétine, c'est dans énormément de plantes. Ouais. Je crois aussi qu'ils en font des compléments alimentaires à base de quercétine. Oui. Et on sait que c'est un puissant anti-inflammatoire également. C'est un puissant anti-inflammatoire et pareil, ça réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Généralement, justement, on va dans ce sens quand on conseille la quercétine. Cet antioxydant est assez célèbre pour ça. Et ben, il est également contenu dans les cerises, donc on a également cet impact cardiovasculaire. Ça, c'est le second point. Le troisième point, je vais rapidement là-dessus. Elle a bien sûr une richesse en vitamine C. Donc ça, il faut aussi le signaler, mais je passe un petit peu là-dessus parce que tous les fruits et légumes, on va dire, en tout cas, pas mal de fruits et légumes sont quand même riches en vitamine C, et c'est pas le point qui se démarque de la cerise. Par contre, il y a un point qui se démarque dans la cerise, et je ne sais pas si ça, tu le sais, dans la cerise, il y a un élément, une hormone, on va dire une phytohormone qui est présent dans la cerise et qui permet de promouvoir le sommeil. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Non, je connais pas. Vas-y, je connais pas cette molécule. À mon avis, si tu la connais, c'est sûr, parce qu'on en a déjà parlé. La mélatonine. La pugénine. Non, mélatonine. Oui. Oh, okay. Oui. Donc, la mélatonine dans la cerise. La cerise contient de la mélatonine, et je pense pas que beaucoup de fruits en contiennent. Et si tu veux, ça a déjà été étudié justement dans les troubles du sommeil, où on propose à un petit groupe de patients de consommer des jus de cerises ou des cerises le soir pour justement augmenter cette sécrétion de mélatonine. Alors peut-être que les auditeurs ne savent pas ce que c'est la mélatonine, mais intuitivement, on sait ce qu'on sait, on donne ça aussi en complément alimentaire, notamment quand on avance dans l'âge, on sait qu'il y a moins de sécrétion de mélatonine, on donne ça également dans le jet lag, quand on a un décalage horaire, parce que ça permet de synchroniser un petit peu, de resynchroniser le cycle veille-sommeil. Donc la mélatonine, c'est vraiment un neurotransmetteur très important pour le corps, et lorsqu'on en consomme, ça peut effectivement améliorer le sommeil. Effectivement, c'est un neurotransmetteur, c'est aussi une hormone, la mélatonine. Elle est aussi qualifiée comme hormone, et ce qui est important à dire, c'est qu'elle induit le sommeil. Cette mélatonine, si ma mémoire est bonne, elle a été découverte pour la première fois, et tu sais chez quel animal? Chez le chien, je suppose, non? Non, la vache. Ok. Ouais, je crois que ma mémoire est bonne, c'est dans les années 50 ou 40 qu'on a découvert la mélatonine, je crois que c'est début 50 chez la vache, et ensuite on a commencé à la découvrir une à 2 années après, chez l'humain, puis après on s'est rendu compte, et à mon avis, je pense pas que me tromper en disant ça, que tous les mammifères ont cette mélatonine, et effectivement, c'est quelque chose qui induit le sommeil, c'est-à-dire que la sécrétion de mélatonine, c'est vraiment le soir, et c'est pour ça que, et c'est lié à la lumière, bien sûr, c'est lié au cycle jour-nuit, et donc c'est parce que la nuit commence à arriver que la mélatonine augmente dans le corps, entre autres, et c'est pour ça qu'on conseille aux gens de faire attention aux écrans et aux téléphones portables, parce que si tu tiens ton téléphone comme ça à 21h30 et qu'il fait nuit, avec la lumière, t'empêches la mélatonine de monter dans ton corps, et tu commences après à retarder l'endormissement. Donc un neurotransmetteur, une hormone, extrêmement importante et extrêmement vague sur ses effets thérapeutiques. C'est-à-dire que la mélatonine, c'est pas juste l'endormissement. Je me rappelle d'un schéma où ça parle dans tous les sens et on voit que la mélatonine a des actions sur énormément de systèmes. Oui, et n'oubliez pas que la mélatonine, même si vous mettez un filtre au niveau soit de vos lunettes, soit de votre téléphone portable, ça suffit pas. Moi, j'avais vu justement une étude qui disait le filtre lumière bleue, fameuse lumière bleue qui sort des écrans, ne suffit pas justement à empêcher cette baisse de mélatonine lorsque vous êtes devant un écran le soir. Donc si vous regardez cette vidéo-là et qu'il est 23h, voilà, désolé, vous ne verrez jamais ça sur YouTube, mais coupez la vidéo et vous la relancez demain matin à votre réveil.
Bon, Ceci dit, il y a un ouais. point. Ceci dit, Ben, tu soulèves un point extrêmement intéressant, je pense, extrêmement important de nos sociétés. C'est l'impact des écrans, justement. Quand il y a des gens qui ont du mal à dormir, moi, des fois, on m'en parle, même si c'est pas mon domaine de prédilection, mais on peut me demander mon avis là-dessus. Et quand tu regardes le mode de vie de ces gens-là, les écrans ont trop d'importance. Finalement, est-ce qu'on peut aujourd'hui trouver des solutions autres que la solution principale, qui serait de dire à partir de 21h ou de 20h30, j'arrête les écrans. Tu dis ça aux gens, ils vont pas être contents. Parce que justement, de 20h30 jusqu'à 23h30 ou minuit, c'est télé, télé, télé. C'est la série, c'est le film. Mais finalement, idéalement, on se met au calme, on éteint un peu la lumière, on peut même mettre une ambiance tamisée, mettre quelques bougies, on éteint les écrans, on commence à prendre un bouquin peut-être à lire un peu. Et là, c'est le mode de vie, l'hygiène de vie qui fait que tu peux retrouver ou que tu as plus de chances de retrouver un sommeil en le faisant. Et ça, c'est des conseils qui paraissent peut-être simples, bêtes, mais je suis sûr que beaucoup de gens ne les suivent pas. Alors, il y a ce côté-là, et puis n'oublie pas, on peut aussi dire ça aux personnes qui nous regardent, c'est que normalement, on estime à 90 minutes. Il faudrait couper les écrans 90 minutes avant d'aller vraiment dormir. Donc ça fait 1h30 quand même. On se couche à 22h30, il faudrait qu'à 21h, pour ne pas empêcher cette sécrétion de mélatonine, il faudrait qu'à 21h, on ne soit plus exposé sur les écrans. Tiens, Mm. on voit bien que la société, je te rejoins, ne va pas dans le bon sens. Maintenant, le film, avant, il commençait à 20h30, puis 20h45, puis 21h. Maintenant, on va regarder un film, c'est 21h10, 21h15. Donc ça veut dire que ce qu'on propose aux personnes qui veulent éventuellement se détendre par une activité, on va dire, audiovisuelle, on leur propose quelque chose qui va commencer à 21h15, qui va finir à 23h30. Pour peu que le film dure 2h30, et là c'est mort, il finit à minuit quoi. Donc clairement, ça joue sur la mélatonine, et ça Bien impacte sûr. effectivement le sommeil. Et puis le dernier point que je voulais aborder avec toi sur l'impact de la cerise, c'est peut-être un des plus importants, c'est peut-être un des plus étudiés, et ben c'est l'impact, ça va plaire à mes auditeurs parce qu'ils sont intéressés sur les problèmes rhumatismaux, et c'est l'impact sur l'arthrose, en tout cas sur les douleurs articulaires. Parce que la cerise, on en a parlé, antioxydants, polyphénol, quercétine, anthocyanine, tout ça, ça a un impact sur l'inflammation du corps, je l'ai dit juste avant. Donc baisse d'inflammation, également baisse des douleurs articulaires qui sont souvent des douleurs inflammatoires. Donc la cerise a un impact anti-inflammatoire sur le corps et également sur les articulations. Et il y a une indication qui se détache encore plus du lot, si on est sur les troubles, on va dire, ostéo-articulaires, et ben c'est la crise de goutte. Certains chercheurs se sont rendus compte que s'il y a une consommation régulière de cerises, on peut baisser jusqu'à 35% le nombre de crises sur une année, ce qui est assez énorme. Donc, tu vois, il y a vraiment cet impact sur donc la baisse de l'inflammation et la baisse de l'acide urique. L'acide urique, eh ben, c'est ce qui va se cristalliser S'accumuler. dans les Ouais, articulations et donner une crise de goutte. ouais, Donc, ouais. jus de cerise ou cerise consommé régulièrement, ça a un impact sur la douleur articulaire, sur la raideur articulaire, et ça aurait effectivement aussi un impact pour baisser le nombre de crises de gouttes. Oui, super, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir ça. Mais après, tu penses qu'on a pu quantifier ce jus de cerise qui, d'ailleurs, doit pas être facile à trouver, ça. Et puis, on peut, j'imagine que la cure, elle est facile peut-être à faire là, au mois de juin, lorsqu'il y a une saison des cerises. Mais est-ce que tu penses que le jus de cerise est facile à trouver, par exemple, dans le commerce, tout au long de Alors, l'année, pour justement j'ai bénéficier regardé, de cette cure? clairement tu en trouves, hein, clairement tu en trouves dans le commerce. Et là, je peux t'amener un petit point important, c'est que sur ce que j'ai pu balayer un petit peu dans les études, il y a peut-être une cerise qui ressort du lot. C'est la cerise Montmorency. C'est le nom, Montmorency. Cette cerise-là, cette variété de cerise, bah, c'est celle qui est peut-être un peu plus souvent utilisée que les autres dans les études. Donc peut-être que vous D'accord. pouvez aller vers cette variété-là, soit à déguster, alors c'est la cerise griotte, hein, c'est une forme de cerise griotte, soit à déguster, D'accord. soit à consommer justement, à consommer en forme de jus pour justement avoir un impact antioxydant, anti-inflammatoire et avoir ses vertus bénéfiques sur la santé du corps. Et pour ceux qui aiment le chocolat et l'alcool, c'est combien de mon chéri? Alors je crois que malheureusement, je connais pas on va pas faire des marques pour les chocolats, mais voilà, quand c'est comme ça, vous retournez la boîte, vous regardez la composition.
Là, vous allez voir arôme cerise, arôme, arôme, arôme. Là, vous allez vous rendre compte qu'à Il y a une mon série, il y avis, a une cerise au centre, à mon il y a avis, quand même, hein. effectivement une Une cerise. vraie, hein. Ouais, c'est vrai, je mange pas ça, mais il paraît qu'il y a une cerise. Je me souviens d'anciennes publicités, mais je pense pas qu'il y aura, voilà, je pense pas que vous aurez des vertus à manger ce type de chocolat. En tout cas, je vous le conseillerais pas sur cette chaîne. Mais ça, c'est vous qui êtes maître de votre santé. Au pire, faites le test et dites-le nous. Alors, j'ai fini de parler de ce qui m'avait marqué cette semaine. Tiens, j'en profite pour vous dire si vous aimez ce genre de contenu. Déjà, premièrement, mettez un pouce. Julien, t'es d'accord? Mettez un pouce. Faites un commentaire pour nous partager votre expérience, parce que bien sûr on ne sait pas tout, n'oubliez pas, santé partagée, et ben c'est pour partager aussi, avoir un retour d'expérience pour ceux qui nous regardent, si vous voulez partager votre expérience sur le sujet, allez-y. Troisième point, si vous voulez soutenir mon travail, et ben vous pouvez vous procurer mon livre, mon dernier livre qui s'appelle Bien choisir ses probiotiques, le guide pratique, le lien est en description. C'est un livre là qui a une quinzaine de votes, qui prend 4,4 sur 5. Bah, je suis plutôt assez content de ces premiers votes. Allez-y, c'est un livre, je pense, qui est très utile si vous voulez bien choisir vos probiotiques et qui vous liste une vingtaine d'indications thérapeutiques pour pouvoir utiliser justement les probiotiques et savoir quel dosage, quelle souche à utiliser. Donc, vous pouvez me soutenir en vous procurant ce livre. Allez, on passe au deuxième volet de cette vidéo. Et là, Julien, je te laisse la parole. Je sais plus ou moins, tu m'en as un peu parlé, je sais plus ou moins de quoi tu vas parler. Je crois que là, c'est un sujet, mais mon avis, passionnant. J'espère que vous allez pouvoir être sensible à ce sujet-là. Julien, je te laisse la parole. Oui, justement, on a regardé, je crois, quasiment en même temps, un reportage, chacun de notre côté, qui a été proposé par la notification YouTube, je pense, sur la méditation et sur un peu ce qui se passe au moment de la mort pour certains méditants expérimentés, donc c'est des moines tibétains, et ces méditants atteignent un état qu'on va nommer dans le bouddhisme tibétain le Tukdam. Et cet état-là, il est très particulier parce que, en fait, ce sont des gens qui cliniquement sont morts, mais il y a encore une espèce de vie qui les anime. Et ces gens-là, si tu veux, finalement, leur corps ne se décompose pas. Et c'est vraiment très surprenant quand vous regardez ce reportage. Alors, il y a quelques scènes qui m'ont marqué. Il y a un individu qui est mort depuis plusieurs jours et on va venir pincer, tu vois, sa peau. Et on voit que sa peau, elle revient à l'état naturel alors que l'individu est mort. C'est très surprenant parce que la science s'est emparée de ça, notamment un Américain, un neuroscientifique américain du Wisconsin qui a beaucoup investi dans la méditation, qui s'appelle Richard Davidson. Et cet Américain-là a envoyé une équipe et ils étudient ce phénomène de Tukdam. Donc les gens appellent ces scientifiques pour qu'ils puissent venir prendre des mesures sur ces moines tibétains. Et ces moines tibétains, on se rend compte que effectivement, ils sont morts cliniquement. Mais comment expliquer que leur corps ne pourrisse pas? C'est ça qui est vraiment impressionnant. Et si, par exemple, on peut parler de ce qu'est la mort clinique selon la science. Tu as la respiration qui ne se fait pas, tu as le cœur qui ne bat plus, et puis tu as une activité électrique au niveau du cerveau qui est électroencéphalogramme plat. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort clinique au niveau de la science. Mais ce qui se passe, c'est que pour ces méditants, il y a cette mort clinique, mais le corps qui ne se décompose pas, dans des conditions en plus de chaleur et d'humidité qui sont extrêmement élevées. Normalement, tu t'attends à avoir déjà une putréfaction, c'est-à-dire tu t'attends à avoir déjà une mauvaise odeur du corps au bout de 12-24 heures, parce qu'il fait très chaud et très humide. Le reportage, il se passe dans le nord de l'Inde, donc tu t'attends à ça. Eh ben non, pendant plusieurs jours à plusieurs semaines, le corps ne se décompose pas. Pire que ça, il y a un élément vraiment perturbant, c'est ce méditant qui meurt en position assise, et la position assise est maintenue. Comment expliquer ça? Donc il est comme ça. Alors il y a vraiment une vidéo hyper impressionnante où il est comme ça. Je me rappelle de son œil un peu ouvert, son teint qui est un teint particulier, et il maintient sa position. Il est mort, mais il est pas mort. Il est mort et il y a quelque chose effectivement de particulier. Je vais te dire un truc, moi je me rappelle, la première fois que j'ai entendu ça, c'était sur un livre de Yogananda, autobiographie d'un yogi, je pense que un livre très célèbre quand même sur le yoga.
Et puis j'avais été marqué, j'avais une vingtaine d'années, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais celui-là j'ai lu, j'étais attiré par le yoga, je le suis encore d'ailleurs, et si tu veux, ils avaient décrit qu'à la mort de ce personnage, et ben justement son corps était resté intact pendant plusieurs semaines. Donc ça c'était un petit peu science-fiction, si tu veux. Ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que quand Arte arrive et nous délivre des images, nous délivre des équipes américaines, parce que si on pourrait pas parler de ça sans qu'Arte en parle, ça qui est marrant. Maintenant qu'Arte met les deux pieds dans le plat, nous montre des images, nous montre des équipes américaines qui travaillent là-dessus. Donc là on se dit, mais attends, donc ce truc-là, c'est pas la science-fiction, il est réel, il est Justement, étudié. t'as raison, on part de la science-fiction, un truc qui serait n'importe quoi. Ah, non, il y a vraiment des caméras, c'est vraiment filmé, c'est vraiment documenté, il y a la science qui intéresse. Ouais. Et pour moi, ça remet en question plusieurs choses, mais je te laisse terminer. Bah, écoute, oui, c'est ça pour moi qui est marquant. Alors après, si tu veux, c'est un phénomène que je connaissais, en tout cas, par l'intermédiaire de ce témoignage. Je vais aller plus loin, c'est très intéressant que des scientifiques s'y intéressent et puissent mesurer ça. Richard Davidson, hyper connu dans la pleine conscience. Il a développé justement beaucoup d'études sur la pleine conscience, sur la mindfulness, comme on dit en anglais. Je t'avoue que j'ai vu que la moitié. J'ai pas pu voir la fin de mais je vous mettrai d'ailleurs le lien de ce reportage. Oui, et je pense que ce truc d'âme là, et je pense que vous avez peut-être vu les images là, et vous pourrez aller voir le reportage. Il y a deux choses pour moi qui sont extrêmement fondamentales. C'est que ça fragilise et ça remet en question ce qu'est la mort. Parce que la mort pour nous, c'est quelque chose qui est l'arrêt du cœur, l'arrêt de la respiration et plus du tout de neurologie, en tout cas d'activité électrique du cerveau. Sauf qu'on voit que ces méditants qui ne pourrissent pas, ils ne sont pas morts. Est-ce qu'ils sont morts? C'est quand même très compliqué à le dire, vu que le corps ne rentre pas en décomposition. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui sous-tend, on va dire, le minimum de vie ou le minimum d'éléments qui maintient le corps dans un état de vie. Et d'ailleurs, beaucoup de témoignages témoignent du cœur qui reste chaud, le reste du corps va être, on va dire, température ambiante ou froid, et beaucoup de médecins arrivent à témoigner que le cœur reste chaud, comme si une partie de la conscience les maintenait en vie avec une force dans le cœur. Ça, fait partie de la réalisation du Tukdam, et c'est quelque chose qui est bien décrit. Donc c'est le premier élément. Ça remet en cause peut-être la mort clinique comme nous, scientifiques occidentaux, la connaissons. Mais la deuxième chose également, ça remet en question la conscience. Tu sais que la conscience, elle est liée au cerveau pour nous. Nous, on estime de manière scientifique occidentale que parce qu'on a des connexions électriques, entre autres au niveau du cerveau, on génère une conscience. Sauf que là, on voit que la conscience, elle est peut-être ailleurs. Elle n'est peut-être pas forcément liée entièrement au cerveau. Elle peut peut-être voyager, elle peut peut-être aller ailleurs. L'esprit, ici, dans le Tukdam, selon les moines tibétains, elle va dans le cœur, elle génère une chaleur et il y a un processus qui se fait, et puis à un moment donné, le processus est terminé, le corps qui était en méditation va s'affaisser, ou alors le corps qui était allongé va commencer à sentir mauvais, et là, dans la religion, ou dans en tout cas les pratiques de ces bouddhismes tibétains, il est temps donc de préparer le corps pour les funérailles, parce que justement, l'esprit, l'âme a quitté le corps, puisque le corps commence à pourrir. Ouais, écoute, c'est super intéressant. Ça, c'est vrai que c'est vrai que si tu veux, là où c'est intéressant, c'est que au milieu du reportage, je crois qu'ils interviewent Dalai Lama, qui lui décrit le processus. Il dit ouais, non, nous on connaît ça. Il se passe ça, et différents niveaux de conscience. Ça rentre dans différentes. Quand on dort, on est dans différentes perceptions, dans différents niveaux de l'esprit. Bref, ce qui est intriguant, ce qui est moi super intéressant, c'est que ces personnes-là, dans le bouddhisme tibétain, et peut-être d'autres types de bouddhisme, décrivent parfaitement ce phénomène. Ok, c'est décrit, ça s'appelle Tukdam, il se passe ci, il se passe ça, et nous, ça ne nous surprend pas. Ça fait peut-être depuis que... Non, c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Nous, on arrive là avec effectivement notre perception, notre vision, et là, on se dit, non, c'est impossible. C'est impossible. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est là où je trouve qu'il faut rester totalement ouvert sur ces processus, parce que tu présentes ça il y a 30 ou 50 ans, on te dit, tu délires. On te dit, t'es un charlatan. On te dit, non, là, maintenant, j'aime, ou en tout cas, j'aime quand la science s'intéresse à ces processus, parce que, justement, ça fait avancer. Ce qui compte, c'est qu'on s'ouvre.
Et tu sais, voilà, on est tous les deux dans des, on va dire, des chemins de méditation, de qigong, de yoga. On sait tous les deux, et d'ailleurs, je dis, on cherche à écrire un livre. En tout cas, on a déjà entamé l'écriture d'un livre, d'un ouvrage, même s'il est en pause pour différentes raisons, qui permettent de mettre en avant tous les bienfaits justement de ces approches. Je salue justement quand la science s'intéresse à ces approches, parce que justement, ça permet aussi aux scientifiques, aux médecins, aux patients également, de s'ouvrir vers d'autres processus. Parce que si des processus intérieurs, méditatifs, peuvent donner ça, mais qu'est-ce qu'on peut attendre justement de la méditation dans d'autres mécanismes? C'est bel et bien que ça peut aller très très loin, mais ça c'est la réalité. Donc c'est intéressant qu'on s'y plonge, et je trouve que le Tukdam, une fois de plus, bah voilà, cette réalisation particulière, ça met en avant ça. Ça met en avant qu'on peut mener une autre vie et on peut du coup améliorer aussi bien sûr sa santé. N'oubliez pas que on dit que Bouddha est le plus grand psychiatre de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il s'est intéressé à la souffrance et qu'il a amené justement tout un enseignement. Ok, certains en ont fait peut-être une religion, peut-être, mais ça reste, je veux dire, ça reste un enseignement qu'il a amené justement pour ses, on va dire, ses concitoyens, pour essayer de résoudre cette problématique de souffrance. Et moi, ça me parle beaucoup. Alors, oui, Ben, t'as raison. J'apprécie aussi quand la science s'intéresse à ça. Tu sais que la science n'a pas réussi du tout à savoir ce qui se passait, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque d'éléments, notamment peut-être sur l'activité électrique. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une sous-activité que les appareils modernes de la science n'arrivent pas à déceler? Il y a clairement quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, l'étude du Tukdam, elle est encore en cours et les scientifiques n'ont pas encore réussi à percer le mystère. Alors, on va leur souhaiter de continuer à travailler, de continuer à investir. Et comme tu dis, ces conclusions-là permettent aussi d'aller plus loin, de savoir quelles conditions du cerveau peuvent entraîner un Tukdam à la mort et met en lumière les bienfaits de la méditation. Ça met C'est en, ça qu'on veut aussi. ça met en lumière énormément de bienfaits de la méditation, ou d'une hygiène de vie particulière, ou d'une quête, on va dire, intérieure, pour bien sûr dire aussi spirituelle. Ça met aussi en avant ça, en lien avec la santé. Ça, c'est aussi un sujet qui me passionne, et c'est pour ça que je lis aussi. Vous savez que j'ai fait une petite conférence sur la compassion, que je vous invite à aller voir, je la mets en lien. Voilà, ça met en lien justement des processus intérieurs en lien avec la santé. N'oublie pas aussi une chose, et ce que je voulais te dire, c'est que les scientifiques ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas les outils de mesure adéquats. Et c'est Bien ça sûr, qui est intéressant, bien c'est sûr. que quand on n'a pas l'outil de mesure pour certains scientifiques, ah ben non, ça n'existe pas. Non, Mhm. c'est juste qu'ils n'arrivent pas à le mesurer. Ce Oui. phénomène-là existe, et je pense que c'est ça, Mhm. il faut qu'on ait une plus grande ouverture face à l'inconnu, et ce Mhm. phénomène-là existe, il n'est pas encore expliqué, peut-être qu'il le sera un jour, peut-être qu'il ne le sera jamais, mais à la limite, peu importe, il a le mérite justement d'exister, et ça doit nous ouvrir aussi, et peut-être qu'on peut aussi intérieurement pouvoir, alors je ne vais pas jusqu'à dire vérifier cela, mais cet enseignement-là, il existe, ce Tukdam, il est décrit. Peut-être que si vous voulez vous lancer, dites-le nous, si vous voulez vous lancer dans cette réalisation intérieure, bon, je pense que ça nécessitera beaucoup de travail. C'est des personnes qui ont 35 000 heures. Les scientifiques aiment bien mesurer le nombre d'heures des méditants. Donc des fois, ils disent, on a analysé ce cerveau-là, le cerveau de ce méditant qui a 40 000 heures de méditation. Donc des fois, ils aiment bien dire ça en amont. Donc c'est clair que là, c'est des Ouais. pratiques quotidiennes et c'est des personnes qui méditent 6-8 heures par jour depuis Oui, qu'ils ont... ils qu'ils ont, consacrent qu'ils leur ont... vie à la méditation. On est vraiment dans les personnes qui sont expérimentées, hein, bien évidemment. Le Voilà. Tukdam est une forme de réalisation qui se produit grâce à la consécration de sa vie à la pratique de la méditation et à d'autres choses, de développement spirituel, Ouais. bien évidemment. Bon, ça sera le mot de la fin, Julien. Je te remercie Ouais. d'être venu. Mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo. Commentez-la, c'est ça qui serait aussi intéressant. On remercie les personnes qui ont commenté l'épisode 1. Là, c'était l'épisode 2. Julien, je te remercie d'être venu. Merci. Et puis, on se dit à très vite pour un nouvel épisode de La Santé Partagée sur la chaîne La Santé Simplement. Merci, au revoir et à bientôt.